Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, donc je vais effectivement avoir l'honneur d'ouvrir cette session consacrée aux directives anticipées. Elle sera animée par la Commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française. Pourquoi les réanimateurs sont aussi impliqués, je dirais, dans la problématique des directives anticipées? Vous le savez, c'est qu'il y a quand même notre implication de fait historique. Pour rappeler au moins une douloureuse affaire au début des années 2000. La proportion des décès dans les services hospitaliers est importante, et particulièrement en réanimation. La problématique de l'engagement thérapeutique, c'est quelque chose qu'on gère au quotidien, vous le savez. Et en fait, il existe un contexte non sécurisant, du moins il existait à une certaine époque, qui a fait que nous avons été quand même sollicités et impliqués dans cette problématique. Les directives anticipées, voilà le jour, je dirais globalement, dans les années 60 aux États-Unis, pour permettre aux patients d'exprimer leurs souhaits quant à leur prise en charge relative à leur fin de vie. Il n'y a pas de loi, il y a des débats militants, des implications des soignants et des patients. Et dans les années 70 jusqu'aux années 90, il apparaît un certain nombre d'encouragements à la rédaction de ces documents. C'est toujours sur des actions, des positionnements qui sont militants. Il y a quelques affaires dont vous connaissez, au moins vous avez entendu parler, qui ont été retentissantes ou dont on a beaucoup débattu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même des lois différentes selon les États et que ça pouvait entraîner des appréciations différentes de situations qui pouvaient être similaires. Vous voyez par exemple l'histoire des Living Wills, et on retrouve ça dans les années, je ne sais pas si le pointeur a marché, 1969, 79, et puis en 1984 par exemple, il y a quantité d'articles, mais j'en ai retenu quelques-uns, où on débat par exemple des limites de la nutrition artificielle. En décembre 91, il est édité un texte de référence, le Patient Self-Determination Act, qui oblige les établissements de soins qui sont financés, qui bénéficient d'un financement public, à donner des informations qui sont relatives aux directives anticipées à leurs patients qui arrivent dans les services, pas forcément à les faire rédiger ou à rédiger un document à l'admission, mais les informer de l'existence de ces directives anticipées, la possibilité de les établir. Les patients conscients, bien entendu, dès leur admission. De les rechercher également, des documents relatifs à ces souhaits, lorsqu'ils arrivent inconscients à l'hôpital, et dans tous les cas, de les faire figurer dans les dossiers médicaux. C'est un texte de référence, c'est reflet d'une implication de mouvements associatifs et militants. Il y a un relais fort dans l'opinion publique, mais il n'y a pas de disposition légale. Ça rentre plutôt dans le cadre d'une dimension contractuelle, le contrat de soins entre le patient et le médecin aux États-Unis, tel qu'est dimensionné une bonne partie de les fondements législatifs aux États-Unis. Ça rentre plutôt dans le cadre de bonnes pratiques. Un établissement qui ne le ferait pas serait donc pas certifié, on pourrait. Après 1991, on assiste à une augmentation de la production, de la signature des directives anticipées par les professionnels de santé, de production par les patients et enregistrée par les professionnels de santé. Ce n'est pas toujours finalisé par les patients. Il avait été imaginé aussi qu'il puisse y avoir des économies de ressources en se disant que moins on engageait de soins lourds chez des patients qui étaient en situation de fin de vie, en prenant compte bien sûr de leur avis, on pouvait peut-être faire des économies de santé, même si elles ne devaient pas servir à ça, mais on voit que ça n'apparaît pas. Il y a peu d'influence sur les prises en charge, c'est-à-dire qu'on ne change pas forcément l'évolution de la fin de vie des patients. Et puis, il y a des mesures incitatives, comme l'étude Support, qui était une incitation à la rédaction des directives anticipées, avec une implication des personnels soignants, notamment, qui a coûté près de 30 millions de dollars et qui n'a été suivi que de peu d'effets. Les difficultés qui avaient été identifiées concernant les directives anticipées portaient sur la rédaction des directives elles-mêmes. Tout le monde n'écrit pas de la même façon et tout le monde ne se fait pas comprendre de la même façon. La transmission des informations aux médecins, quelles informations fiables pouvaient-ils exploiter, et puis également quelle était la position de ces directives anticipées par rapport aux proches qui parfois ne pouvaient ne pas être au courant de ce qui avait été écrit. L'adéquation entre les souhaits antérieurs du patient et la situation clinique actuelle posait également des problèmes, et la pluralité des situations cliniques faisait qu'on ne pouvait forcément pas tout envisager. Il y a une quantité de situations dans laquelle peut se retrouver un patient. La temporalité de la rédaction, l'âge de la rédaction aussi de ces directives, et puis le patient avait le droit d'évoluer au
cours de sa vie dans la production et dans ce qu'il souhaitait mettre dans ses directives. Et les réflexions ont conduit à se dire que finalement, excusez-moi, les réflexions ont conduit à se dire que les aspirations des patients, les plus importantes, les plus pertinentes, émergeaient de processus de discussion, d'échange soutenus avec le patient et son entourage, et non de demande de positionnement par rapport à une situation ponctuelle, actuelle, un traitement donné. Voilà, il était plutôt encouragé, excusez-moi encore, des mesures de communication avec, c'est bien expliqué, bien mis en évidence, une relation de confiance entre le patient et les médecins, et probablement sur quelque chose de soutenu qui permettait de produire des directives anticipées de façon efficace et exploitable. Et on en arrive à des documents, comme par exemple ce qu'on appelle les Advanced Care Planning, avec l'implication du professionnel de santé, du patient et de la personne qui est son référent, qui pourrait être l'équivalent de notre personne de confiance, qui est celui qui va pouvoir traduire les souhaits du patient lorsque celui-ci n'est plus en mesure de l'exprimer, qu'il n'existe parfois pas de directive anticipée. En France, le débat sociétal va survenir en 2005 à l'occasion de la première fois sur le plan législatif de la loi que vous connaissez, la loi du 22 avril 2005, la loi dite Leonetti. Et pour la première fois, il fait obligation aux médecins de prendre en compte, de considérer en tout cas les souhaits d'un patient qui sont exprimés au travers d'un document qui s'appelle les directives anticipées en matière d'arrêt de soins qui maintiennent la vie. Pourquoi ce développement tardif par rapport aux États-Unis? Certains auteurs les expliquent par le caractère consumériste du système de santé nord-américain, où les directives anticipées, c'est vraiment un contrat entre le médecin et le soignant, et le patient, de manière à pouvoir bénéficier du traitement le plus efficient, ou être libre de le choisir, le traitement le plus performant, à la fois médicalement et économiquement. La priorité de l'autonomie est une autre raison, de la personne sur toute autre valeur, et y compris sur de la vie personnelle du patient sur celui de ses proches, et de l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif, ce qui est un petit peu différent de notre système à nous, notre culture à nous, et notamment, vous le savez, le poids important des familles dans nos civilisations latines par rapport à celle des pays anglo-saxons. Le respect fondamental de la vie privée et des valeurs personnelles, c'est quand même quelque chose qu'on respecte, je pense, de façon équivalente. L'étude que vous connaissez, qui a eu lieu en 1997, publiée en 2001, l'étude d'Édouard Ferrand, montrait donc que 50% des décès en réanimation survenaient après une décision d'arrêt de soins, une implication très peu importante, on va dire désormais, maintenant on peut le dire, des soignants. Les souhaits du patient étaient peu connus et la participation du patient était tout à fait insignifiante. Le contexte de la loi de 2005 faisait suite à l'étude Latarea. Il y avait l'affaire Vincent Imbert, du lapsus qu'on avait évoqué il y a quelques instants. Sous l'impulsion d'autres professionnels de santé, d'associations militantes, les directives anticipées ont été introduites dans la loi, et ça a été relayé par les politiques et l'opinion publique. Ça, on le retrouvera, vous le savez, dans les campagnes présidentielles ultérieures. La loi du 22 avril 2005, pour faire un focus sur les directives anticipées, c'est prise en compte des souhaits du patient et la rédaction, donc ces directives anticipées dans la loi. Les directives anticipées en millésime, je dirais 2005, on mentionne les souhaits du patient relatifs à sa fin de vie quant au traitement, leur prolongation, leur arrêt ou à leur limitation. Elles sont consultables par le médecin et il y a une durée de validité de 3 ans. Les éléments importants. 2 problèmes de fond. Le premier qui concerne les médecins, c'est la durée de validité de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Il n'y a aucun argumentaire dans la loi. Pourquoi 3 ans? Il est probable que le législateur ait souhaité introduire une notion, une limite, de façon à réactualiser le positionnement de la personne de façon régulière. Alors, c'est plutôt dans l'esprit. Il est évident que 3 ans et 1 jour, on pouvait considérer les directives comme valables ou valides. 3 ans moins 1 jour, elles n'étaient pas caduques. Donc c'est plutôt dans l'esprit, mais néanmoins ça pouvait poser un problème. Et puis l'absence de caractère contraignant des directives pour le médecin, ça représente effectivement, c'était une avancée mais pas suffisante pour le patient, les proches des associations, c'est-à-dire que le médecin avait encore le contrôle quasi total de la situation.
Une enquête de l'Institut national des études démographiques qui a lieu en 2009 montre que 2,5% des patients décédés. Alors c'est une enquête qui est faite sur des questionnaires envoyés à des médecins qui ont signé des constats de décès de patients. C'est une enquête, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pouvez la consulter. Montrer que seuls 2,5% des patients avaient signé avaient produit une directive anticipée. Les raisons qui ont été analysées, c'est que les directives anticipées étaient mal connues des citoyens et mal connues des professionnels de santé, que les citoyens pensaient qu'elles ne seraient probablement pas suivies ni appliquées parce qu'il n'y avait pas d'obligation pour les médecins, il n'y avait pas de caractère contraignant. Et puis il était difficile de résumer la complexité de la personne humaine par rapport dans un écrit qui pouvait être qualifié de rigide ou de difficile. Enfin, on ne pouvait peut-être pas tout mettre dans ce document. Et puis, ça ne constitue pas, dans la mesure où elles sont mal connues, les directives anticipées ne constituent pas un débat, un aspect majeur des réflexions de nos concitoyens, ni peut-être même de nous, en tant que personne. Le débat a continué, et puis je vous passe les différentes étapes. Et en 2016, la loi Claes-Leonetti retient les directives anticipées. Je ne retiens que cet aspect-là de la loi. Elles doivent être rédigées sur un modèle HAS, et c'est l'expression de la volonté de la personne. C'est non plus je souhaite, mais je veux. Elles sont révocables, donc de toute façon, et révisables à tout instant, et elles deviennent contraignantes pour le médecin, sauf deux dérogations, qui est la situation d'urgence vitale. Alors, bien dit dans la loi, le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Directives non disponibles, elles sont situées... on sait qu'elles existent, mais on ne les a pas à disposition. Voilà, donc c'est par exemple ce type de situation. Et elles peuvent apparaître, et lorsqu'elles apparaissent, deuxième dérogation, inappropriées, manifestement par rapport à la situation clinique actuelle. Et dans ce cas-là, ça engage une procédure particulière avec appel à un confrère, traçabilité dans le dossier. Donc il faut vraiment se justifier. Les problèmes de fond persistent quand même, c'est que la validité des directives, alors on n'est pas dans une temporalité équivalente, mais néanmoins il y a une validité juridique qui est nette, qui est forcément différente d'une validité éthique. Alors je vous ai mis un exemple, quelle est la validité, comment considérer une directive très ancienne alors même qu'une situation clinique, je prends cet exemple-là, mais il y en a des dizaines d'autres, alors que même que la situation clinique en question n'a pas été envisagée au moment du traitement de la rédaction. Les modalités de réactualisation des directives anticipées, est-ce qu'il y a peut-être inciter, ou peut-être une incitation à réactualiser ces directives, justement à cause de ceci. Et puis le caractère contraignant des directives anticipées, deuxième problème de fond, qui toujours pour les patients, les proches et les assos, renforce certes l'autonomie en apparence du patient, mais il a encore laissé une liberté d'interprétation aux médecins, liberté à laquelle il faut reconnaître parfois nous restons attachés, et inapproprié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce terme, voilà, ça reste des questions qui sont à poser. Trop de pouvoir encore aux médecins. Le développement des directives anticipées s'est fait de façon quasi similaire pour nous par rapport aux États-Unis. La promotion est aussi pertinente, à mon sens. Les difficultés rencontrées sont semblables, même si on peut dire que l'autonomie est par contre beaucoup plus prégnante aux États-Unis et la participation des soignants différente, ils sont beaucoup plus impliqués dans le processus de directives anticipées aux États-Unis par rapport à notre, mais on retrouve des problématiques similaires. Néanmoins, elles permettent, les directives anticipées telles qu'elles existent, au minimum quand on en dispose, une hiérarchie des avis relatifs à la fin de vie. C'est l'avis du patient, c'est le reflet direct de l'avis du patient vis-à-vis de ses proches et de la personne de confiance. Et bien là, c'est enfoncer des portes ouvertes de dire que ça permet de connaître les volontés du patient qui serait inconscient, qui ne serait plus capable de les communiquer. Et puis ça facilite la relation avec les proches lorsqu'elles existent. Bien entendu, c'est le positionnement du patient. En conclusion, les directives anticipées, probablement, on va le voir ultérieurement, elles doivent représenter un vecteur de dialogue entre les patients et les professionnels de santé pour mieux anticiper des situations de fin de vie, peut-être des démarches type les Advanced Care Planning, où ça peut évoluer avec le temps. Et enfin, il est probable que l'enjeu majeur des années à venir repose sur la place des professionnels et particulièrement dans notre domaine des réanimateurs, dans l'élaboration et la rédaction des directives anticipées. Et c'est ce que mes collègues vont vous proposer dans les communications suivantes. Je vous remercie de votre attention.